Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, merci d'écouter ce 10e épisode du voyage en Rosalie. 10 épisodes que nous explorons ensemble ce qui nous lie et ce qui nous délie dans toutes les sphères de nos vies. 10 épisodes qui m'ont donné l'incroyable occasion de rencontrer des super ingénieurs du lien, des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour créer des ponts quand d'autres créent des murs. Ce 10e épisode sera l'occasion de se demander si notre genre détermine les liens que l'on tisse. À première vue, oui. On peut se dire que, évidemment, et pour tout un tas de raisons historiques, sociologiques, éducatives, on ne relationne pas de la même manière quand on est un homme et quand on est une femme, pas de la même manière entre hommes, entre femmes ou avec le genre opposé non plus. Tout ça me rappelle un épisode génial du podcast de Victoire Tuaillon, je crois que je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle Les couilles sur la table, un podcast binge audio. Et dans cet épisode, le 12e, Viken, un homme trans, témoigne de la violence qu'il a découvert entre hommes après sa transition. La violence des mots, la violence dans les challenges que les hommes se lancent entre eux et dont on ne se doute pas vraiment, en tout cas qu'on n'éprouve pas quand on est une femme. Il raconte aussi qu'il a découvert ce que c'est que d'être écouté et d'être pris en considération pour des propos complètement ignorés, les mêmes, mais complètement ignorés quand il était perçu comme une femme. Ce retour d'expérience, je le trouve particulièrement précieux. À tel point que je me dis que ce sont les personnes au genre fluide, comme ça, qui pourraient être des liens magnifiques, les liens manquants à notre compréhension les uns des autres. Si tant est qu'ils en aient envie, évidemment, il n'est pas question de remettre des injonctions sur les uns sur les autres, mais je crois que le monde aurait sans doute beaucoup à gagner à écouter ces personnes-là. Cette violence masculine dont parle Viken, cette difficulté à créer des liens authentiques, c'est exactement ce que mon invité d'aujourd'hui observe depuis des années. Alors dans l'observation qu'il a de lui-même, mais aussi dans sa pratique professionnelle. En tant qu'homme, on préfère couler seul que reprendre pied en équipe. C'est le constat qu'il fait. Coach professionnel, formateur, facilitateur, animateur d'espaces d'écoute et de parole pour hommes, mais aussi ancien moine bouddhiste zen, après une première carrière de cadre chez Orange, Piotr Banasiak observe et compatit à la douleur des hommes, mais il ne les laisse pas ruminer ensemble. Il tente de leur donner les clés de la création de liens sains entre eux et avec ces drôles d'espèces qui les entourent, les femmes, les enfants et tous les autres. Piotr, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Piotr, il y a une première question traditionnelle dans ce podcast. Est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous ? Tu, si c'est OK pour toi, évidemment. C'est absolument OK, mais et qu'est-ce que ça représente ce tu ? Est-ce que tu tutoies facilement ? Avant, j'avais toujours tendance à vous voyer, surtout dans un mouvement de hiérarchie, avec des personnes qui étaient souvent plus âgées, où c'était une marque de respect, mais aussi de mise en place de cette hiérarchie. Et aujourd'hui, j'essaye d'égaliser et de couper un peu de raser un peu cette montagne de hiérarchie pour qu'on se mette à égalité. Une relation plus horizontale avec les gens. Exactement. Est-ce que cette distinction du tu et du vous, elle prend un sens particulier dans le domaine qui t'intéresse ? Alors, elle peut venir remettre en fait de la connexion qui est beaucoup plus automatique et ça me permet tout de suite d'introduire le consentement dans la connexion. C'est ce que tu as fait là. Tu m'as dit si c'est OK pour toi. Si c'est OK pour toi, exactement. Ou quand je suis avec un nouveau client ou un client potentiel, je lui demande dès le départ, parce qu'en général, on se vouvoie. Parfois, c'est tu naturel, si on a eu des interactions avant, mais en général, c'est du vouvoiement. Et je lui demande tout de suite, est-ce que c'est OK si on se tutoie ? Et c'est déjà une première introduction où je demande à son libre arbitre de s'exprimer et il en dispose.
Piotr, merci de pédaler avec moi pour ce 10e épisode. À toi de me dire où on pédale. Tu sais qu'on est en voyage en Rosalie. Raconte-moi un petit peu où on est. Alors, moi, je me vois dans un champ où il y a un petit café, pas très loin. On est dans 10-15 ans, où on a réussi en fait à un niveau sociétal à mettre en place des nouvelles dynamiques et où les interactions entre humaines et humains sont beaucoup plus saines, sont joyeuses, sont empathiques, sont pleines justement de cette joie partagée et de ces gens qui se sentent considérés, qui se sentent respectés et qui se sentent accompagnés même dans les petits instants de la vie où on fait attention aux unes et aux autres. Incroyable, Piotr, tu nous fais voyager dans le futur. Alors moi, je suis passionnée de prospective et là, vraiment, mais c'est la première fois qu'on me décrit un paysage du futur, j'adore. On va parler aujourd'hui des masculinités. Peut-être un petit point de vocabulaire pour commencer. Bien masculinité, sûr. On les met au pluriel. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être un homme. Ouais. C'est la base. Ouais. Alors, c'est déjà, je pense que ça peut être une sorte de fil conducteur, mais jusqu'à maintenant, non, c'est pas jusqu'à maintenant, mais jusqu'à très longtemps, on ne considérait pas l'étude de la masculinité. On ne considérait pas ça comme quelque chose qui en fait, peut être intéressant d'un point de vue scientifique, au niveau des sciences sociales évidemment, mais où en fait, ça allait de soi, qu'est-ce que c'est un homme, et on allait plutôt étudier des comportements d'autres groupes sociaux. Et en fait, le fait de sortir de ce paradigme de décrire le processus des comportements des hommes vers l'étude du processus de construction de genre des hommes, c'est un peu cette différence énorme et qui fait qu'on fait on est passé du singulier au pluriel parce que il n'y a pas une seule manière d'être un homme. Il y en a autant pour moi évidemment pour le coup qu'il y a d'hommes, mais c'est vrai qu'on a et c'est l'un des principaux problèmes pour moi sociétaux aujourd'hui qui persistent, c'est que il y a un script unique de genre extrêmement vraiment pété d'injonctions et extrêmement limitant qui a été imposé aux hommes, comme évidemment celui qui est le script de féminité imposé aux femmes, mais qui a rendu évidemment la chose binaire et qui a fait que effectivement les hommes sont confrontés dès leur plus jeune âge à une interaction et une décision à prendre vis-à-vis de ce script de masculinité unique que moi, j'appelle généralement masculinité traditionnelle, parce que je sais qu'il y a des mots qui sont tabous, comme par exemple patriarcat. Hégémonique ? Alors, masculinité hégémonique, c'est ce qui vient justement, ça va être un synonyme de cette masculinité unique. La masculinité hégémonique, c'est un concept qui a été mis en place par la sociologue Rewin Connell, qui est australienne, en 1995, et qui en fait décrit ce script dominant de la masculinité. En fait, pour vous donner une sorte d'image, c'est comme des cases à cocher de tout ce qui fait l'homme le plus pur, le plus dominant, c'est quoi un mec, etc. Et à partir de là, l'objectif pour les hommes, pour incarner la masculinité, et ce qui veut dire aussi incarner la masculinité, c'est avoir une identité qui est acceptée, qui est admirée et qui donne justement un sentiment de sécurité. L'idée, ça va être pour les hommes de tendre vers ce qui va leur permettre de cocher toutes les cases de cette masculinité hégémonique. Après, il y a en fonction du nombre de cases cochées et des cases cochées en elles-mêmes, il y a 3 types de masculinité qui en découlent. Il y a la masculinité qui est complice. En fait, c'est des hommes qui ont pas mal de ces éléments, de ces cases qui sont cochées, mais qui ne les remplissent pas toutes, sauf que par leur comportement, par leur aspiration à l'hégémonie, en fait, ils se rendent complices du maintien de cette hégémonie. En vrai, c'est tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes en septembre 2025. C'est tous les gens qui, en fait, admirent les milliardaires parce qu'ils aimeraient bien un jour
cocher les cases de cette surpuissance financière, économique qu'ils peuvent avoir. Donc, en fait, ils sont complices par le fait d'entretenir, exactement, d'entretenir ce fantasme d'arriver à être exactement comme eux. Et dans l'autre sens, c'est ce qui s'est passé avec Zuckerberg ou Jeff Bezos, qui sont des hommes qui ont réussi justement à ce niveau-là, au niveau de l'hégémonie masculine dans l'hégémonie masculine du côté financier. C'est des mecs qui étaient un peu fluets, un peu avec un peu de bidou voilà, pas trop de muscles, qui se sont mis au sport pour incarner la vraie masculinité, l'agressivité, comme a dit Zuckerberg en janvier dernier, pour justement cocher cette case de il faut quand même être un peu musclé, quoi. Faut avoir du muscle, sinon c'est pas complet. C'est pas complet. En fait, j'entends que les hommes sont jamais complets, quoi. C'est ça. Et juste pour terminer, donc il y a aussi la masculinité qui est subordonnée. Ouais. Donc là, ça va plutôt concerner les hommes qui sont les hommes gays ou les hommes bi, qui peuvent par exemple cocher certaines de ces cases d'attractivité physique, par exemple, mais par le fait qu'ils n'incarnent pas le masculin et qui viennent incarner des valeurs qui sont perçues comme des stéréotypes de genre féminin, en fait, ils pourront jamais y accéder, et donc ils sont considérés comme subordonnés, et donc ils peuvent potentiellement subir la violence des complices et surtout des masculins hégémoniques. Enfin, la dernière, c'est la masculinité marginalisée, celle des hommes racisés. Donc ça sous-tend effectivement que dans les cases à cocher, il y a la couleur de peau. Ça, c'est l'un des axes principaux de discrimination, mais aussi les hommes handicapés et les hommes qui, en fait, ne pourront jamais aspirer par ce qu'ils sont, et pourront, même avec des superfuges, ils pourront jamais y arriver. Donc voilà, il y a ces 4 types, et ce qui montre que même dans ce script unique, il y a des sous-sections qui ont été décrites justement par Erwin Connell. Il y a plein de choses là. On entend déjà que les uns justifient les autres. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces hommes qui cocheront jamais les cases, ou alors qui n'en cochent que quelques-unes, quand on aspire à les cocher toutes, pour se dire il y a pire que moi peut-être. Il y a pire que moi, et puis il y a aussi peut-être meilleur que moi. En fait, il y a vraiment ce jeu de compétition et c'est ça, de domination. Le challenge dont parle Viken dans cet épisode des coups sur la table, c'est ça, ce challenge entre mecs, c'est ça qu'on se... Entre nous, on se positionne à des échelles différentes, mais voilà, Bezos, Zuckerberg, Arnaud, Musk, ils se challengent entre eux dans un microcosme de milliardaires. Ils essayent de voir qui c'est qui a le plus d'argent sur son compte. Et après, nous, en tant qu'hommes dans nos boys clubs, donc les boys clubs, c'est en fait... On y reviendra. On y reviendra, mais c'est juste les groupes d'hommes qui suivent ce script de masculinité hégémonique. Entre nous, on se positionne au sein du groupe, et où il y a toujours une hiérarchie. Il y a ceux qui vont justement cocher le plus de cases, c'est ceux qui seront les dominants. Et ensuite, moins on coche de cases, plus on est bas dans la hiérarchie, et plus on est bas, et plus il y a un risque de se faire sortir du boys club. Et se faire sortir du boys club, c'est passer à une masculinité, par exemple, qui va être marginalisée ou subordonnée, et donc subir potentiellement la violence. C'est un jeu, encore une fois, de sécurité psychologique et physique, parce que ces violences peuvent intervenir. Parce que cette violence, elle peut être vraiment physique. Et voilà, c'est ça. C'est quoi la violence? C'est l'isolement social, ou ça va être plusieurs choses. Ça peut être les deux, exactement. Ça va être de l'exclusion, d'un sentiment d'appartenance qui est très fort chez les êtres humains. Appartenir à un groupe, on a envie de le faire, etc. On ça va être pas seul. Exactement. Et même pour les hommes qui vont être qui vont s'exclure, être exclus ou s'auto-exclure de la masculinité hégémonique et des boys clubs, c'est le fait d'être puni pour ça. C'est le fait de se faire harceler, par exemple. Les personnes harcelées, c'est celles qui ne cochent pas les cases, par exemple, ou qui refusent de le faire de manière plus ou moins explicite.
Mais alors, question naïve ouais, regard féminin, tu vois, mais il y a quand même des mecs qui arrivent à sortir de ces injonctions, à se positionner sur une hiérarchie masculine, qui s'en foutent, en fait. Ouais. Mais c'est très dur. Alors, c'est très dur quand on est jeune garçon. Moi, j'ai 2 exemples qui sont assez marquants. Un qui a été là toute ma vie et l'autre que j'ai connu un peu plus récemment. Le premier, c'est mon frère. Donc moi, j'ai grandi en banlieue parisienne à Créteil, où ce concept de masculinité hégémonique avec des codes très exacerbés, où il fallait faire tous les trucs, sinon on se faisait latter littéralement. C'est quoi tous les trucs? Le foot Le foot, c'est être entre potes, c'est ne pas évidemment exprimer d'émotions, être dans le challenge, tout le temps être dans la compétition, qui c'est qui va sauter le plus haut d'un jeu de bois. C'est vraiment mes trucs d'enfance, quoi. C'est essayer de sauter le plus haut et ensuite d'avoir le respect des autres. C'est potentiellement pouvoir se battre et gagner. Enfin, c'est ce genre de choses qui instaure un sentiment de domination ou un sentiment de légitimité à rester au sein du boys club. Et mon frère, en fait, il cochait pas mal de cases d'hégémonie parce qu'il était intelligent, parce qu'il était très attractif physiquement, blond aux yeux bleus, etc. Mais il était efféminé selon les codes, il traînait plutôt avec les filles, etc. Et il se faisait constamment sanctionner pour ça. Et à côté de ça, il arrivait à avoir une très forte personnalité. Il était affirmé, donc il y avait ces paradoxes. Et le deuxième exemple, c'est un Mais homme... donc là, tu disais que lui, il fait partie de ces jeunes garçons qui s'en foutaient, Alors, qui arrivaient à naviguer, en fait. Lui, il naviguait parce que pour lui, le prix à essayer de s'intégrer dans un boys club, il serait beaucoup plus grand que celui de supporter les violences psychologiques et potentiellement physiques qu'il pouvait subir. Qu'il a subi quand même ? Oui, alors, physique, pas trop avec ses camarades, même s'il y avait énormément de menaces, etc. C'était des violences, c'était du harcèlement, des violences psychologiques, des moqueries, des insultes, etc. Et moi, en fait, à côté de ça, j'étais donc c'est complètement... ton petit frère ou ton grand frère ? Non, c'est mon grand frère. D'accord, donc tu avais ça comme exemple au-dessus de toi, exactement. Un garçon qui était potentiellement harcelé, Ouais, c'est ça. mais qui continuait à vivre sa vie Exactement. tranquille. Et moi, j'étais complice à fond. Moi, j'étais vraiment masculinité, pour le coup, qui essaye de cocher pas les cases forcément de domination, mais les cases pour rester au sein du boys club. C'était pas forcément une aspiration à être le meilleur, etc. C'était surtout une aspiration à ne pas me faire exclure et ne pas subir les violences que peut-être je voyais que mon frère subissait. Et attends, juste quand même pour précision, Est-ce que tu avais conscience que tu pouvais être ce garçon méchant parfois ? Ça, j'en avais pas trop conscience à l'époque. Mais après, ouais, la prise de conscience sur mes comportements de plutôt co-harcèlement. Parfois, j'ai été initiateur sur du harcèlement et c'était honteux et c'était vraiment horrible ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, une fois, je me suis pris une balayette qui était ultra méritée de la part du garçon que j'ai harcelé. Donc, je le remercie pour ça parce que ça m'a coupé ça totalement. T'a calmé. Ça m'a calmé direct et parce que je le méritais. Enfin, je dis pas qu'on mérite forcément de la violence, mais ici... C'était un juste retour des choses. C'était un retour de karma que j'accepte totalement. Mais par contre, ce que moi je faisais, c'était les comportements que j'ai décrits, où surtout le foot, pour moi, c'était ce qui me sauvait en fait. C'était ce qui me sauvait ma réputation. Le mot réputation, c'était quelque chose qui revenait énormément. Et je me souviens d'une scène juste avant de partir de Créteil, où j'étais avec deux de mes meilleurs potes qui avaient tous les deux des grands frères et où on croise deux grands, comme on les appelait, et qui viennent en fait juste me faire chier et qui posent la question ah oui, c'est qui ton grand frère à toi ? Donc ils passent en revue mes deux potes qui avaient des mecs qui étaient effectivement soit hégémoniques, soit qui étaient complices, mais voilà, ils étaient dans le boys club en tout cas, ils étaient respectés, pour ensuite m'humilier à la fin en parlant de mon grand frère.
Et c'était vraiment, c'était ce moment que je redoutais et qui faisait que j'avais pas envie je devais en fait surcompenser par mes capacités à jouer au foot, par exemple, pour avoir une réputation qui permette d'équilibrer le fait que mon grand frère soit efféminé, etc. Quelle pression sur ce... Ouais. Quel âge t'avais? Ça, je pense que c'est vraiment entre mes 8 et mes 12 ans, quoi. C'est constant C'est à ce fou. moment-là. Ouais. Bon, il y a d'autres pressions sur les filles, hein, mais là, quand même, c'est... Bah, Ok. ce que disait Bell Hooks, c'est que la première violence exercée par les hommes, elle n'est pas sur les femmes, elle est sur eux-mêmes. Mm. C'est ce moment, en fait, où on se coupe de notre propre identité et où, en fait, moi, c'est ce que j'ai vu avec mon frère qui refusait de se couper de lui-même et de ce qu'il aimait faire, alors que moi, je l'ai fait. Je me suis coupé de choses que j'aimais faire, même s'il y en a certaines que j'ai pu entretenir parce que j'avais justement une relation très proche avec mon frère et parce qu'on passait du temps ensemble et que, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque ma sensibilité, eh ben, je pouvais l'exprimer avec mon frère, le fait, je sais pas, d'être amoureux de filles à l'école primaire, etc. Et ben ça, j'avais un espace pour le faire sans être moqué, sans être pris pour C'est t'es fou, amoureux, donc toi. tu arrivais à cultiver, tu as une espèce de duplicité où tu avais une relation avec les autres garçons à l'extérieur et une relation intérieure à la famille avec ton frère. Il t'en voulait pas, lui? Bah, lui, je pense que il avait quand même ce réflexe de protection de son petit frère de 4 ans de moins. Et donc, il essayait je pense que ce qu'il voulait faire, c'était que je m'en prenne moins dans la gueule que lui, tout simplement. Donc, et vu qu'il y avait une sorte de binarité qui s'était mise en place où lui, c'était la musique, la danse, etc. Et moi, c'était le foot. Donc, musique ou foot, c'est ce qui a fait que, par exemple, moi, j'ai attendu jusqu'à mes 20 ans pour prendre des cours de chant alors que j'aurais aimé le faire avant. Mais maintenant, juste pour revenir au deuxième exemple de cet homme que j'ai connu récemment, c'est que lui, il était dans une forme de masculinité pour le coup marginalisée. Donc, il avait aucune chance d'être même dans la masculinité complice. Et lui, il a toujours été un outsider. Donc, en fait, il n'avait pas d'autre choix que de développer sa propre personnalité, ses propres passions, ses propres envies. Il savait qu'il allait s'en prendre plein la gueule quand il allait à l'école et se faire harceler. Mais en dehors, en fait, il se permettait de développer ce qu'il voulait, et ce qui a fait que derrière, il a pu s'affirmer plus facilement en dehors de ce boys club sur ce qu'il était et développer sa propre identité dans laquelle il se sentait bien. Et ça, c'est un peu peut-être l'exemple qu'on peut avoir de geeks, tu sais, dans les films américains qui s'en prennent plein la gueule à l'école, mais qui, à côté de ça, après l'école, ils se rencontrent. Cultivent des passions. Exactement. Ils regardent des comics ensemble, ils lisent des comics ensemble. Je sais pas, ils construisent des ordinateurs. Ils font leur truc de geek entre eux, où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent en fait exprimer leur passion, leurs besoins, leurs envies. Ça fait envie, ça, quand même, non? En fait, il y a une part de cette recherche de cocher des cases, mais j'imagine qu'il y a quand même une partie qui doit avoir envie de pouvoir se permettre d'être soi-même. Exactement. Elle est très forte, c'est juste qu'elle est souvent réprimée parce que à partir du moment où j'aime bien le mot déraper du script, c'est là où ça peut être très dangereux. Ouais. C'est vertigineux et ce mot dérape, moi j'ai tout le temps ces paroles de NTM qui me reviennent dans la tête. Je crois que c'est dans Sense&I Style et où Cool Chain dit si tu dérapes, on te chie dessus. Et c'est vraiment littéralement ce qui se passait dans mon esprit. C'est du contrôle, c'est de l'autocontrôle constant sur toutes tes attitudes, qui est ce qu'on appelle un peu la police de la virilité au niveau des masculinités, mais qui fait que tu te contrôles. Dès que tu sens que tu vas dire un truc ou tu commences à le dire qui est pas assez viril, qui est pas dans le script ou qui est, je sais pas, trop sensible, en fait, tu t'auto-corriges avant que les autres ils le relèvent et qui t'en mettent plein la gueule, encore une fois. Il y a
revers au fait que la masculinité soit considérée comme la norme. Tu sais, le fait que c'est que effectivement les études sociologiques, psychologiques, elles commencent par la marge. Ouais. Et donc c'est finalement sur les hommes qu'on se pose les dernières questions, parce que les hommes c'est la norme, c'est normal d'être un homme. Donc c'est la dernière chose qu'on va questionner. Et pourtant, là, depuis une dizaine d'années, depuis MeToo, ça se questionne beaucoup quand même. Il y a d'autres termes comme ça. Bah, tu sais, j'ai parlé d'un homme trans. J'ai parlé de ce phénomène gender fluide. Tu peux nous expliquer quelle place ces gens ont auprès... Enfin, ce que c'est et quelle est leur place dans le regard des hommes aujourd'hui? Ouais. Alors, c'est peut-être aussi revenir sur cette question de cisgenre, parce que tout le monde ne connaît pas encore. Oui. Alors justement, c'est là où ça montre le fait que à quel point le script de masculinité illustre exactement ce que tu dis, c'est que c'est la norme, et c'est une norme qui est très simple, qui est binaire, femme-homme, et c'est tout. Et c'est ce qu'on voit sur plein de gens qui ne vont pas dans la nuance, parce que la nuance peut être dangereuse, la nuance peut instaurer le doute dans l'esprit. Et donc ce concept notamment d'homme cisgenre, qui est donc un homme cisgenre ou une femme cisgenre, ce sont des personnes dont l'identité de genre exprimée est la même que l'identité de genre qui a été assignée à la naissance. Le sexe attribué. Ouais. Exactement. On déclare qu'une petite fille est une petite fille parce qu'elle a des organes génitaux féminins, des chromosomes XX. Oui, et où il n'y a pas de doute selon les médecins, etc. Et on est cisgenre quand on reconnaît son genre comme celui qui a été attribué à la naissance. Exactement. Alors que le contraire, c'est transgenre. C'est une personne qui ne reconnaît pas le genre qui lui a été assigné à la naissance et qui change en fait, qui décide d'avoir un autre genre. Alors, comment ils sont vus, ces gens parce que alors là, vraiment, ceux-là, ils cocheront pas les cases, ils refusent ces cases. Oui, exactement. Alors, c'est des personnes qui refusent les cases ou qui cochent ou qui n'en cochent presque aucune. Parce que en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est est-ce qu'il y a une forme de confrontation avec le script ou non. Une femme, on ne lui présentera pas le script de masculinité, à part si on le fait pour la dénigrer dans son script de féminité. Si par exemple, je sais pas, elle est sportive, elle est grande, elle est forte. Elle est virile. Elle est virile, exactement. Elle incarne des codes de virilité. Là, en fait, on peut lui enlever son accès au code au script de féminité. On l'a vu pendant les JO. Exactement, avec Iman Khelif, la boxeuse algérienne. Donc voilà, il y a ce truc où, en fait, c'est constamment une confrontation avec le fait de répondre à des attentes à ces deux scripts. Et effectivement, si on a une personne qui a été assignée à un genre à la naissance, mais qui en fait ne le ressent pas et qui peut mettre en place un processus de transition qui soit plus social ou même au niveau des organes, ou enfin voilà, une transition beaucoup plus au niveau hormonal, qui va être évidemment plus poussée. C'est des personnes qui en fait ne collent évidemment pas à ces scripts et qui sont encore une fois confrontés à la violence qui découle du fait de ne pas se conformer à ce script. On va parler des masculinistes, on va parler du féminisme aussi. Tu te sens, tu es proche de certains milieux féministes, tu te sens allié Alors moi, j'aime pas j'évite, et on en parle beaucoup dans mon collectif pour le coup d'hommes qui s'allient au féminisme, de comment on se présente, et il y a différents termes. Il y a effectivement les hommes féministes, il y a les hommes pro-féministes, il y a les hommes alliés, il y a les hommes alliés du féminisme. Mais à chaque fois, ça reste des étiquettes qui peuvent être dans de l'auto-définition très simple, et qui montrent en fait aussi la posture de beaucoup d'hommes qui sont un peu dans ce qu'on appelle qui sont dans la performance. Je sais pas si c'est de la masculinité performative,
où en fait, c'est des hommes qui peuvent, par exemple, prendre des codes d'une masculinité qui est pro-féministe, qui peuvent dire, je sais pas, c'est le classique, je lis du Mona Chollet, je parle de la charge mentale, etc. Et qui sont plus, c'est plus de la gueule que vraiment des personnes qui, dans les actes, T'es en train de me dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, quoi. C'est un peu ça. En fait, je pense que c'est un prolongement de stéréotypes qu'on pouvait avoir, qui étaient dans les films dans les années 60, 70, qui étaient très présents et qui ont encore parfois peuvent persister, de cet homme qui fait n'importe quoi dans sa relation avec une femme, mais au moment où il dit non mais je t'aime, pardon je t'aime, c'est comme si c'était fait, tout bascule, c'est bon, elle lui pardonne et puis elle sait qu'il fera mieux, alors que c'est juste des mots. Et en fait, ce juste des mots, c'est ce qui revient beaucoup sur le fait que les étiquettes peuvent être juste des mots. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que l'étiquette au niveau du féminisme pour les hommes, ça va être une étiquette avec un H après le T. C'est éthique et étiquette en même temps. Le fait de s'afficher en tant que tel, ça nous rend plus moral et donc aussi potentiellement plus éthique, alors que dans les faits, et c'est là où je réponds enfin à ta question, moi je préfère dire que je m'allie au féminisme. C'est dans le verbe d'action, dans le fait de faire, et c'est ce que tu dis, c'est des preuves d'engagement et pas des paroles d'engagement. Les étiquettes, elles bougent beaucoup. On a vu que récemment, en fait, c'est une grosse injonction masculiniste d'être un bon père. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est récupéré d'être le père présent pour ses enfants, etc. C'est devenu c'est devenu cool pour eux, quoi. Oui, ça peut être parfois, et en vrai, c'est un débat. Je pense pas qu'on soit encore assez mature au niveau sociétal pour l'engager, parce que on part dans des nuances qui sont vraiment assez profondes, parce que effectivement il y a des pères qui n'ont pas la garde de leur enfant tout en voulant l'avoir, mais le fait d'être des exceptions, parce que 82% des hommes après séparation ne demandent pas la garde. Certains disent que c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront aucune chance, etc. Mais dans la majorité des cas... Tu ne tentes rien à rien. Exactement, d'une part. Et tout simplement, c'est des hommes qui paient, en fait, pour l'inaction de plein d'hommes, qui vient aussi, évidemment, de codes culturels qui ont été mis en place depuis toujours, où c'est les femmes qui s'occupent des enfants et les hommes, pour performer la masculinité hégémonique, ils sont juste là pour éventuellement verser les pensions alimentaires. Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Hein. C'est aussi dans le cas des séparations, quand on voit les stats, le fait qu'il y a un appauvrissement de 30% des femmes au moment de la séparation, j'ai du mal à dire à ces hommes qui font globalement tout bien, à part le fait qu'ils soient séparés, mais qui veulent la garde. Et j'en connais autour de moi. J'ai un ami très proche qui en souffre de ce stéréotype que parce que juste il est un homme, il ne peut pas avoir au moins du 50-50. Mais à côté de ça, en fait, c'est des hommes qui vont se plaindre des femmes, parce que c'est elles qu'elles voient comme l'opposition, comme l'ennemi qui les empêche d'avoir la garde. Donc, ma femme m'a empêché d'avoir du 50-50 avec mon enfant, donc c'est une femme, et les femmes sont toutes méchantes, etc. Au lieu de se demander à un niveau systémique, qu'est-ce qui fait que les juges vont plutôt privilégier le fait de donner la garde à des mères, tout en sachant qu'évidemment, il y a des exceptions. Oui, il existe aussi des femmes violentes. Oui, il existe aussi des femmes qui peuvent exercer ces violences psychologiques, voire parfois physiques, sur des hommes, des agressions sexuelles. Oui, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Et c'est ce qui fait qu'il y a une différence entre le système qui va instaurer, et qui est aussi le script de masculinité ou celui de féminité. Ce sont des systèmes. Ce sont des systèmes autour desquels il y a des comportements, il y a des codes, des pratiques qui se mettent en place, mais où là vraiment ce côté où et j'en viens maintenant au masculinisme. Il y a effectivement différents types de masculinisme.
et où il y a notamment les MRAs, donc les Men's Rights Activists, qui sont ces hommes qui se battent pour les droits des pères, etc., mais qui le font de manière à s'opposer au féminisme et à essayer de revenir à qui font en fait, qui fantasment sur des rétrotopies, sur ce qu'il y avait avant, sur une manière de vivre une complémentarité naturelle entre les femmes et les hommes et où les codes étaient beaucoup plus simples et tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, etc. Et voilà, et ça me permet de peut-être faire... Il y a des femmes qui rentrent là-dedans. Oui, non, mais bien sûr, on connaît les tradwives, etc. Mais où, en fait, il y a le masculinisme. Donc, le masculinisme, c'est une réponse à la seconde vague de féminisme et qui, surtout, s'est développé dans les années 80-90 aux États-Unis et qui, en fait, en substance, dit que l'égalité est déjà là, les femmes ont tous les droits, les mêmes droits que les hommes, et qu'en fait, on a basculé dans un matriarcat et qu'il faut rééquilibrer tout ça. Certains allant jusqu'à dire qu'effectivement, avant, c'était mieux, mais où ce masculinisme peut prendre plein de formes, et c'est là où c'est assez intéressant en termes de narratif, et un peu flippant, c'est que, notamment cet été, Thibaut InShape a parlé de mauvais et de bon masculinisme, en citant le mauvais masculinisme comme celui d'Andrew Tate. Thibaut InShape, pour ceux qui ne connaissent donc, pas. Thibaut InShape, c'est un influenceur fitness. Mais énorme, c'est énorme. Un des c'est celui qui a le plus d'abonnés sur YouTube, plus que Squeezie, et qui, en fait, est un peu un mec qui arrive à faire l'anguille et jouer aux bébêtes dans ses opinions, où en fait il dit une dinguerie, ensuite il s'excuse en disant « Ah, mais j'avais pas compris ». Il invite une personne spécialisée dans le domaine où il a dit sa dinguerie pour faire genre « Non, mais moi je suis pour la discussion, moi je suis ouvert, etc. » Et qui en fait va mettre en avant toujours les mêmes injonctions du script de la masculinité hégémonique, mais sans mettre en avant ceux qui sont les moins vendeurs, les plus violents surtout. Et c'est là où il arrive à différencier justement le masculinisme qui serait mauvais du masculinisme qui serait bon. Et en fait, il ouvre des fenêtres d'Overton. Ah oui, totalement, mais bien sûr. En fait, lui, il s'appuie sur la poussée du côté de la corde des mauvais masculinismes, des mauvais masculinistes, pour montrer que lui, il est plus au milieu de la corde et que c'est bien. Okay. Moi, je suis ok. Moi, je suis tempéré. C'est comme ce que fait Pascal Praud sur CNews. Il invite des gens qui disent des énormités. Ensuite, il dit « Oh non, quand même pas, là, c'est un peu trop, là. » Et lui, il passe pour le raisonnable. Et c'est exactement ce que fait, pour le coup, Thibaut InShape, en faisant passer des idées raisonnables, alors que c'est encore une fois quelque chose qui va remettre de l'essence dans l'idée d'une essentialisation. Où les hommes ont de telles caractéristiques, les femmes ont de telles caractéristiques, et c'est ce qui explique, tu sais, les traits féminins, les traits masculins. Quand une personne est féminine ou personne est masculine, c'est le fait d'essentialiser des traits de caractère. Et ça, c'est l'un des points qui montre à quel point on peut être englué dans ces scripts dès l'enfance, où on va genrer la force, on va genrer la douceur. Donc la force, ça va être ce qui est masculin, la douceur, ça va être ce qui est féminin, etc. Et où derrière, il y a des courants qui vont prospérer de type, qui sont un peu spirituels, type masculin sacré, féminin sacré, et qui te poussent à venir embrasser ton masculin sacré, ton côté guerrier, etc. Alors que c'est juste revivre, recréer, mais parfois peut-être de manière plus saine, moins violente, moins compétitive, mais c'est toujours les mêmes traits en fait qui sont valorisés. Et alors là, le danger, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement suivis, notamment par les jeunes sur Internet, et que on sait qu'Internet, c'est la parole possiblement masquée, débridée.
ça fait des ravages. Tu me parlais, on préparait cette émission, enfin là, juste avant de démarrer l'enregistrement, des procès que tu suis en ce moment. Ouais. En fait, parmi ces rôles essentialisés, notamment pour la femme, c'est celui d'être discrète et de se taire. Et quand on l'ouvre sur Internet, quand une femme l'ouvre sur Internet, et ben immédiatement elle est harcelée. C'est ce que Exactement, elle est hein. sanctionnée. Ouais. C'est 73% des femmes qui se font cyberharceler sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière plus globale. Donc c'est le fait d'être une femme qui a une opinion et qui peut être très souvent experte et l'exprimer, en fait, juste parce que c'est une femme, elle va être dénigrée. On le voit aussi au niveau du classement de popularité ou du nombre d'abonnés chez les créatrices et chez les créateurs, où dans le top 30, en général, il y a très très peu de femmes. Je crois que sur LinkedIn, c'était... Les créateurs de contenu? Ouais, ou les personnes sur LinkedIn, par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça pourrait être vérifié, mais je crois que l'année dernière, il n'y avait que Salomé Saké qui était parmi les personnes les plus suivies. Top Voice. Top Voice, ouais. Exactement. Okay. Et ça montre, et vu les torrents de haine, de haine, de menaces de mort que ces créatrices reçoivent, en fait, c'est la vraie question qui se pose. Est-ce que j'ai envie de continuer ? Et c'est ce qui s'est passé pour Tiffany, qui donc a intenté un procès à 9 cyberharceleurs identifiés et qui, en fait, a dû, au moment de sa vague de cyberharcèlement, quitter Paris, demander de la protection parce que elle savait pas s'il y aurait pas un mec qui en fait irait vachement plus loin dans l'excès. Et c'est ce qui se passe aussi, en fait, c'est ce qui montre ces excès du masculinisme, où au niveau statistique, il y en a qui vont juste être là, envoyer poster un commentaire d'insulte, un autre qui va aller plus loin à envoyer un message privé d'insulte, celui qui va envoyer un message privé de menace de mort, menace de viol, etc. jusqu'au taré, en fait, qui va essayer de trouver son adresse, essayer de la retrouver, commencer à la suivre jusqu'à un meurtre potentiel, jusqu'au féminicide. Et c'est un phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'on s'entraîne les uns les autres. Exactement, c'est exactement ce qu'ils disent. Et ils disent tous, ce que j'ai entendu au moment du procès, c'est ce côté, j'ai pas réfléchi. Mais donc, quand on réfléchit pas, il y a un programme automatique qui se met en place. Et en fait, c'est ce programme automatique qu'il s'agit de mettre en exergue, de conscientiser, qui est justement ce script de la masculinité qui, dans les moments de fragilité psychologique, émotionnelle, c'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort, et c'est vraiment ce côté où on se sent attaqué, on se sent potentiellement menacé de vie. C'est vraiment une réaction qui est épidermique et qui fait que ces mecs, sans réfléchir, comme ils le disent, ils réagissent avec une telle violence. Je voudrais bien qu'on reparle des tout premiers liens, ouais. Les liens des petits garçons. Donc tu nous as parlé tout à l'heure de l'école, mais en préparant cet épisode, j'ai vu qu'il y avait des différences. Alors il y a des différences sociétales, historiques qu'on connaît. Les familles voulaient avoir des garçons parce que c'est le garçon qui transmet le nom. Moi, j'ai vu personnellement dans des salles d'échographie, quand moi j'étais enceinte, des papas en pleurs chez l'échographe parce qu'ils venaient d'apprendre qu'ils avaient une petite fille. Donc c'est encore très prégnant, quoi. Et alors j'ai vu qu'il y avait aussi des études sur les différences biologiques et qui sont assez incroyables. C'est que les garçons, en fait, la gestation des garçons est plus fragile. Donc, potentiellement, c'est des grossesses plus à risque. Et quand les garçons naissent, ils sont plus fragiles et moins matures que les petites filles. Donc, il y a peut-être un truc qui se joue de prendre plus soin
des petits garçons, et ça depuis toujours, parce que les garçons sont plus fragiles. Donc on sait que les mamans touchent plus leurs garçons, prennent plus les garçons dans les bras. Donc il y a forcément quelque chose qui se joue autour du lien et des tout premiers liens. Et en même temps, elles sont beaucoup plus souriantes à leurs filles, beaucoup plus expressives dans les visages. Et il se trouve du coup qu'il y a des différences comportementales. C'est que les petites filles sont beaucoup plus... donc les nourrissons filles sont immédiatement plus attirés par le visage et donc par l'autre être humain, alors que les petits garçons sont beaucoup plus sensibles au mouvement des objets. Et c'est immédiatement... Donc voilà, il y a des études qui disent que les filles ont 1 mois de maturité de plus que les garçons à la naissance. Quand même assez dingue, et qui dit beaucoup sur notre capacité à nous lier quand on est un garçon ou quand on est une fille. Et puis vient l'école maternelle, et alors à la crèche, ça se passe... c'est assez dégenré, en tout cas du point de vue des enfants. C'est-à-dire que oui, les adultes mettent du genre déjà à la crèche, avec les petites étiquettes roses pour les filles, pour mettre son nom, les petites étiquettes bleues, bon bref, mais on connaît, mais en tout cas c'est pas dans la tête des enfants, mais c'est vraiment à la maternelle. Enfin, à la maternelle, ça se passe plutôt bien, mais en primaire que ça s'installe, à partir de 6 ans, 7 ans, ça y est, les enfants se construisent en rapport les uns aux autres. Et il y a un sociologue qui s'appelle Kevin Dieter qui a beaucoup observé tu connais, qui a beaucoup observé les cours d'école. Et notamment, il a étudié la naissance du sentiment amoureux dans les écoles. C'est hyper intéressant. Mais il voit déjà un truc dingue, c'est que les garçons se construisent... Ce qui est bon pour les filles, dit-il, n'est pas bon pour les garçons. Donc les garçons, ils sont déjà en construction, en opposition aux filles. Et puis, il y a ce qu'on connaît, c'est les garçons qui donc jouent au foot au centre de la cour, les filles qui jouent en périphérie. Donc, ça instaure déjà chacun sa place, quoi. Chacun sa place, et ça sera vrai plus tard dans la société, les gars au centre et les filles en périphérie. C'est effectivement dans... Tu te souviens de ça, toi, de ce passage du... Il y a une chercheuse qui a interrogé des petits garçons et qui, à 7 ans, disait « On est le mean club ». C'est une américaine. Et donc, à 7 ans, ils disent « On est les méchants. On veut être les méchants ». C'est quand même fou, ce truc de... Ça t'inspire quoi, ça ? C'est exactement ce que j'ai vécu. Enfin, je me reconnais complètement là-dedans. Tu parlais de Kevin Dieter dans son étude. L'une des choses les plus marquantes que j'aime bien répéter et qui montre en fait la différence de traitement entre les filles et les garçons et dans leur relation entre elles et eux, c'est ce côté sur la relation à l'amour, où les filles sont amoureuses et les garçons ont une amoureuse. Donc il y a un rapport pour les filles à leurs sentiments envers le garçon. Donc ça montre une sorte de côté obnubilé par l'homme, et qu'elles vont, en fait, elles se construisent en relation à ce qu'elles peuvent être pour l'homme, alors que pour les petits garçons, c'est de l'instrumentalisation. C'est de la possession, c'est de l'objectivisation, c'est le fait de posséder une amoureuse. Tu connais Max et Lily, la série de livres, c'est Gallimard, je crois. Donc c'est une collection d'un petit garçon et une petite fille, Max et Lily, qui interrogent les enfants sur comment on vit, comment on interagit avec les autres, etc. Et alors c'est dingue, Lily est amoureuse et Max a une amoureuse. Et qu'est-ce qu'on interdit aux petits garçons et qu'est-ce qu'on leur dit de leur capacité à posséder d'autres gens, d'autres êtres humains. Exactement. Ça perdure vachement longtemps, ça. Ah oui, mais enfin, moi, je me souviens que c'était la honte pour un garçon d'être amoureux d'une fille. C'est « Ah, il est amoureux ». C'est vraiment l'une des pires... Kevin Dieter, il raconte ça. Hein. Il dit, c'est exactement ça. Ils sont vexés immédiatement et touchés dans leur identité. Non, c'est pas vrai, je suis pas amoureux, etc. et où en fait, il y a une forme de violence, pareil, qui est vécue où potentiellement la petite fille qui est en train de partager le sentiment amoureux avec ce petit garçon va se dire « Ah non, il est pas pareil auprès de ses copains qu'auprès de moi ».
Et donc, il y a une vraie différence et il y a une manière justement de travailler sur sa réputation auprès de ses copains qui forment évidemment le Boys Club. Mais moi, c'était pareil. Moi, j'ai peut-être justement eu ce truc où je l'assumais plus parce que j'avais ce dont je t'avais parlé, ce petit sas avec mon frère où j'avais le droit, tu vois, d'avoir mon côté amoureux, romantique, etc. Où j'étais un peu j'avais moins honte et c'était une forme de courage, tu vois. C'est comme le fait que donc mon frère il était 3 classes au-dessus de moi et très souvent je tombais amoureux des filles de sa classe parce qu'ils étaient plus âgés. Enfin bref, on va pas aller dans ma psychanalyse, mais le fait est qu'il y avait vraiment ce souvenir que j'ai en tête où en fait mon frère et ma mère m'ont aidé à construire une rose en papier, tu vois, un peu les trucs de craft, de papier craft et tout, que j'ai donné à la fin de la récré à cette fille qui était en CM2, moi j'étais en CE1, devant tout le monde qui attendait pour rentrer dans la classe, et je suis venu avec ma rose, et je lui ai donné. Et c'était voilà le truc de courage ultime, tu vois. Mais c'était carrément. Toujours, encore une fois, un truc de script voilà, comme si j'affrontais un monstre, tu vois. C'était un défi d'affronter le truc, les codes, quoi, littéralement. Le dragon, c'est à la fois celui que tu vas combattre pour avoir une fille, et c'est à la fois la fille elle-même. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, ces hommes que tu accompagnes aujourd'hui, vous parlez beaucoup, non, de ces questions autour de l'amour et de la possession. Et est-ce qu'il y a encore perdure à l'âge adulte cette idée que on a le droit d'avoir une amoureuse, Ouais. Alors ces scripts sont encore souvent très inconscients, et en général avec les hommes que j'accompagne, ils savent quoi dire. Ils ont ce côté justement de performance peut-être plus féministe, qui voient bien que s'ils font les gros machos, ça marchera pas, vu que ça marche plus. En fait, c'est parce que le script macho ne marche plus qu'ils se tournent vers d'autres solutions. Les célibataires involontaires masculins, même quand ils sont plus âgés, ils lisent un peu. Ils sont un peu dans un tiraillement entre le côté où j'ai tellement investi dans ce script de masculinité, qu'elle soit complice ou hégémonique, etc., que en fait m'en détourner, ce serait admettre que je me suis trompé. Et c'est aussi un énorme effort pour le cerveau. Enfin, juste au niveau cognitif, ça semble insurmontable, et c'est pour ça que beaucoup d'hommes vont freiner des cas de fer avant de se faire accompagner, que ce soit en thérapie ou en coaching, mais où moi je vais le faire de manière subtile, sans les attaquer. Je vais le faire, je vais parler avec eux en relevant un tout petit peu ce genre de choses. Tu vois exactement ce que tu dis. Avoir une femme, ok, avoir, mais dans quel sens avoir? Qu'est-ce que tu entends par avoir? Être dans une... Ah, donc avoir ou être dans une relation. Tu vois, un peu si, c'est plutôt être dans une relation, partenaire, égalité, etc. Mais où leur faire prendre conscience, effectivement, des programmes, des croyances qu'ils peuvent avoir, et qui vont les faire adhérer à ces scripts dans lesquels ils vont performer la masculinité, mais qui vont, par là même, parce qu'on est dans un changement de paradigme énorme, et où la majorité des femmes, en France au moins aujourd'hui, refusent maintenant, quand elles sont célibataires, de relationner avec des mecs qui sont justement des adeptes de la masculinité traditionnelle. En fait, ils commencent à s'adapter, mais ils sont encore très maladroits, et parfois ils demandent de manière claire comment je fais, quoi. C'est pour ça qu'il y a aussi des coachs en séduction, dont Adélaïde, avec laquelle je collabore. On a créé Alternative Masculine pour justement détourner les hommes des coachs en séduction, les pick-up artistes, comme on les appelle, ou juste des influenceurs masculins qui donnent des conseils avec les filles, qui sont juste de la manipulation totale et de la violence psychologique. Et justement, on a créé ça pour les hommes qui veulent s'adapter dans ce nouveau paradigme, où non seulement ils n'auront plus à essayer de performer ce script,
qui est je l'ai peut-être pas exprimé, mais on l'a dit à quel point c'était pressurisant. C'est une violence sur soi. C'est d'une violence, c'est un stress, c'est une angoisse constante. C'est des hommes qui se regardent, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, comment on se sent? En fait, on se sent tout le temps sur nos gardes. On est tout le temps en mode survie. Ouais. C'est comme si constamment, en fait, on mettait notre vie en jeu. Notre réputation, etc., parce que c'est notre positionnement social, et aussi parce que dans les codes, dans les mythes qu'il peut y avoir autour de la virilité et de la masculinité, il y a le truc où en fait potentiellement la mort physique peut être beaucoup plus glorieuse que la mort sociale. Ce qui explique aussi, par exemple, toutes les peurs qu'il y a sur le fait d'avouer avoir été des agresseurs sexuels par les hommes. Parce qu'il y a une mort sociale, il y a le fait de tomber dans la catégorie des monstres et de ne plus en fait pouvoir revenir à une forme de respectabilité et donc potentiellement d'hégémonie. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se le nie à soi-même, c'est-à-dire que des gens qui sont incapables de reconnaître qu'ils ont maltraité, qu'ils ont été maltraitants en fait. Ouais. Oui, parce que ça vient casser la solidité de l'identité. Et où en fait c'est ce qui explique aussi pourquoi tant d'hommes quand on parle de stats, quand on parle de la majorité des agresseurs sont des hommes, quand en fait on soulève des généralités statistiques, les hommes en fait se sentent attaqués personnellement. C'est justement parce qu'ils ont délaissé leur identité personnelle, ils l'ont pas construite. Ils ne se sont pas donné la possibilité de le faire. Et ils ont remplacé ça, ils ont fondu leur identité dans le script de masculinité traditionnel. Et donc, à partir du moment où leur identité, c'est la masculinité traditionnelle, ils confondent ça. Et ben, à chaque fois qu'on dit y a plus d'agresseurs ou les hommes font plus souvent ça, etc., ils le prennent totalement personnellement. D'où les réactions de « mais pas tout le monde, mais on n'est pas tous comme ça ». Not all men, exactement. Ouais. Et où il y a justement un biais aussi qui revient souvent par rapport à ça, c'est le biais de se penser le gentil de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la position d'homme et aux récits qui émergent dans l'enfance, où en fait, alors ça vient un tout petit peu contrer ce que tu disais sur le Mean Club, mais même sur le Mean Club, je peux me tromper évidemment, mais je peux imaginer qu'il y a un côté où c'est mérité et on est quand même du bon côté, malgré tout. Tu vois, on est du bon côté de l'histoire. Et ensuite, ça va être encore plus évident. Donc, il y a ce côté où, surtout à l'adolescence, où il y a cette performance de ces caractéristiques, c'est le choix entre être un mec bien et un bad boy, où il n'y a pas d'autre choix. Et c'est ce qui vient aussi justement consolider cette idée que ok, je suis peut-être pas un bad boy, je suis pas hégémonique jusqu'au bout, mais au moins moi je suis respectable, je suis bien, donc juste complice, mais pas trop méchant, et ce qui fait qu'il y a une incapacité à se remettre en question, parce que on pense que on a abandonné tous les avantages du bad boy. Et on est allé dans le côté un peu plus complice. On n'a pas tout, mais au moins au niveau moral, au niveau éthique, on est bien. Et sauf que on peut être très bien un mec bien et en fait être violent psychologiquement, agressé et ne pas du tout respecter le consentement, etc. Alors tu sais, moi je parle des liens et du coup j'aime bien faire des liens entre mes invités. Et du coup, je voudrais te faire écouter un extrait du dernier épisode du Voyage en Rosalie. Mon invitée, c'est Caroline Sost. Elle est directrice de Living School, qui est une école qu'elle a créée il y a 18 ans, je crois, dans le 19e arrondissement de Paris, où elle travaille beaucoup avec les enfants sur le savoir-être. Et elle déplorait dans le dernier épisode, que j'invite nos auditeurs à aller écouter, certaines attitudes genrées. On l'écoute, Caroline Sost. Être liée justement à cette question d'égalité filles-garçons. Donc il y a un gros travail à faire pour que les enseignants deviennent plus conscients, parce que tout le monde fait aussi avec
avec les croyances, avec ce qu'on a introjecté. Hein. C'est inconscient quelquefois. Mais c'est quoi ces croyances? C'est que c'est un, que c'est un les passage petits obligé? garçons, que les petits garçons, par exemple, c'est normal qu'ils aient envie de se batailler avec les bâtons. Il y a plein d'enseignants qui pensent que oui, c'est normal et qu'il faut qu'ils passent par là. Mais non, nous, on n'est pas d'accord, en fait. Nous, les petits garçons, ils peuvent... Mais vous n'êtes pas d'accord parce que c'est pas ce que vous observez. Oui, c'est parce qu'on observe et c'est pas ce qu'on veut non plus. C'est-à-dire qu'un petit garçon qui va sortir un bâton et qui va chercher à aller houspiller un autre avec son bâton, nous, on va recadrer. On va dire non, ça, c'est pas OK. C'est pas comme ça qu'on rentre en contact avec l'autre. On part du principe que c'est modifiable et que que c'est pas OK de les laisser batailler. S'exprimer comme ça. Ouais. Et on va permettre aussi aux petites filles de prendre leur place. Mais le vrai travail, c'est pas tant avec les petites filles, hein, parce que pendant des années, on a dit oui, il faut que nos petites filles, elles y aillent, qu'elles fassent des études scientifiques. Oui, on les a poussées, etc. C'est super, il faut continuer de le faire. C'est du et. Mais c'est surtout les petits garçons, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les parents arrêtent de voir les petits garçons comme il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils pleurent pas. En gros, non, il y a vraiment tout une nouvelle éducation des garçons à faire et à ce propos, un super... Je m'arrête là. Mais donc on a parlé de cette violence dans la cour de l'école, de ces injonctions faites aux garçons, etc. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être un garçon que d'être une fille? Je dis ça parce qu'on entend Caroline qui nous dit les petites filles, on les a poussées, on leur a dit vous pouvez tout faire, vous pouvez faire des sciences, vous pouvez être partout, vous pouvez faire du sport. En fait, ce mouvement envers les filles qui a été de dire prenez votre place, on l'a pas questionné tant que ça chez les garçons. Et en fait, on est plus dans les mauvais garçons, c'est pas bien, ils tapent avec des bâtons. Et alors que les filles, c'est allez-y les filles, prenez votre place. Il y a ce mouvement de gens qui disent aujourd'hui c'est plus dur d'être un garçon que d'être une fille. Je suis pas sûre que ce soit encore totalement vrai, ne serait-ce que si on regarde les salaires des uns et des autres. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Alors je pense qu'il y a l'injonction paradoxale que vivent les femmes depuis le moment où le marché du travail s'est ouvert à elles et qui fait qu'elles le vivent. Hein, et apparemment, c'est l'une des explications pour lesquelles les tradwives ont pris un essor aux États-Unis, c'est que les femmes, elles doivent performer les deux. Être une bonne mère et être performante au travail. Et en plus, au-delà de ça, être une bonne mère, mais en fait s'occuper du foyer. Parce qu'au niveau de la charge mentale et de la gestion du foyer, ça reste toujours en majorité des tâches qui sont prises par les femmes. Et pas seulement le fait de faire les tâches, mais aussi évidemment ce qu'on appelle la charge mentale, c'est d'y penser. Et c'est ce qui fait justement qu'il y a des femmes qui... j'ai lu ça dans une newsletter des Glorieuses ce matin, qui disait que c'était 2 chercheuses américaines qui expliquaient que certaines des tradwives se tournent vers ça parce que c'est trop de pression d'arriver à faire les deux. D'arriver à être une bonne mère et en plus de performer au travail, surtout dans des situations, des conjonctures économiques qui sont aussi compliquées que celles qu'on a actuellement. Est-ce que c'est plus difficile? Je pense que c'est juste différent. C'est plus difficile parce que... alors, c'est pas plus difficile, c'est juste, je dirais, difficile pour les garçons parce que il y a maintenant, probablement, ce que tu dis, un découragement et un recadrage qui est fait sur le fait de ne pas aller dans ces comportements d'hégémonie, de domination, de violence, etc. Mais il n'y a pas forcément un encouragement vers des comportements qui seraient positifs. Il n'y a pas, en fait, le récit d'une masculinité saine n'est pas encore assez présent. Il y a que ce soit au niveau des adultes ou des enfants, etc. Et aussi parce que tout simplement, ça c'est mon hypothèse, j'ai pas du tout pour le coup de data pour venir l'étayer, mais c'est ce sentiment que s'il y a même des parents et qui sont
alors qui sont sensibilisés au féminisme, qui sont sensibilisés donc à l'égalité, qui essayent de mettre ça en place de leur côté, etc. La réalité de l'école, avec une confrontation d'une majorité justement de petits garçons élevés par des parents qui viennent performer ces scripts de masculinité et de féminité, même de manière plus cool, mais moins violente, mais qui viennent toujours dans ces... Qui ne la questionnent pas, en tout cas, viennent en fait alimenter ce sentiment que c'est la bonne chose à faire. Et après, il y a tous les biais de conformisme potentiel, d'inertie, les biais de socialisation qui peuvent se mettre en place chez les enfants, et où, en fait, malheureusement, c'est souvent la majorité qui va l'emporter, et sans un cadre très clair ou un cadre aussi qui va être unifié, c'est extrêmement difficile de s'en détourner. Mais c'est pas pour autant que, et c'est ça qui revient chez les masculinistes au niveau des arguments, c'est qu'en fait, c'est juste naturel que les petits garçons, ils prennent un bâton pour essayer de commencer à titiller les gens et peut-être parfois les taper, etc. De la nature, il est exactement, tenace. Il est extrêmement tenace, mais c'est complètement débunké par les expérimentations qui ont été faites en Islande. En fait, il y a eu une inversion des codes de genre chez les petites filles et chez les petits garçons, avec les encouragements vers les comportements qui seraient plus dans les codes de féminité traditionnels chez les garçons, et l'inverse chez les filles, et où à 5 ans, bizarrement, les enfants étaient conditionnés à avoir des comportements où les petites filles, elles criaient fort, des comportements de vikings, exactement, et les petits garçons, plutôt dans le care, etc., à s'occuper, à être discrets et tout ça. Donc ça montre en tout cas la neuroplasticité qui est énorme chez l'être humain. On est tous capables de tout, quoi. Exactement. Et c'est là où, en voyant cette neuroplasticité et ce que tu dis sur le fait qu'on est toutes et tous capables de tout, qu'on peut aussi construire notre identité. Et moi, c'est vraiment l'objectif que je propose aux hommes que j'accompagne, c'est de se délester des injonctions. Alors, il y en a certaines, évidemment, dans leur identité, ces hommes, et moi aussi, qui je vais cocher des cases, parfois sans le vouloir, sur certains éléments. Mais je vais le faire parce que je me sens bien avec ça, et pas parce que ça me permet de me sécuriser par rapport à mon environnement. Il y a des choses que je faisais avant qui me sécurisaient, que j'ai arrêté de faire, d'autres où je pense que j'ai encore du chemin à faire en termes de conformisme, parce que ça me permet aussi de me sentir en sécurité. Mais par exemple, moi qui ai plus de 30 ans de passion du foot, en ce début d'année 2025, j'ai eu une coupure totale qui a fait que j'avais plus du tout envie d'y jouer. Alors que j'avais toujours, à un moment, j'ai eu des pauses, etc., mais j'avais toujours un truc, dès que je voyais un ballon, j'avais envie d'y jouer. Et là, pas du tout. Non, mais ça, c'est parce que tu vieillis, Piotr, non? Non, parce que j'ai envie de me mettre au rugby. Ah, d'accord. Mais rugby à 5 sans contact. Tu peux nous parler de ces hommes qui viennent te voir? Notamment, tu t'animes des groupes de parole d'hommes, le groupe des bons hommes, c'est ça? Le carré des bons hommes. Le carré des bons hommes. Et alors, il y a un truc qui m'étonne, c'est que tu nous as parlé des boys clubs et là, tu animes des groupes d'hommes en non-mixité. Ouais. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de recréer un boys club, justement? Ouais. C'est un risque qui est réel, qui a été documenté par des scientifiques, notamment Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, et qui fait que même dans les cercles pro-féministes, dès qu'il y a un groupe de parole entre hommes, systématiquement, ils tournaient masculinistes. Et c'est un risque qui existe, qui a été identifié et pour lequel j'ai une vraie préoccupation. Et en fait, là, j'avais fait une pause dans ces espaces de parole et je reprends. Et c'est un point sur lequel je vais rajouter du cadre. Je vais rajouter du cadre pour dire que quand vous exprimez quelque chose, n'allez pas vers les généralités.
n'allez pas vers le fait qu'il y ait un événement de vie qui va être potentiellement une exception statistique et essayer de le tourner en quelque chose qui devient une réalité partagée, un sentiment partagé et qui en fait se remet en place ce processus de se fondre dans une vérité qui serait tous les hommes souffrent se font briser le cœur par des femmes parce qu'il y a un homme qui effectivement a été quitté par sa femme. Et ce côté où qui en fait va à l'encontre d'une réalité statistique et systémique. Moi, j'ai pas envie, évidemment, quand je propose ces cercles, de venir l'alimenter. Donc, je vais faire extrêmement attention sur ce point-là. Dans mes précédents cercles, j'ai jamais eu de cas comme ça, mais je sais que ça pourrait se présenter. Mais j'ai vraiment envie que les hommes puissent se concentrer juste sur ce qu'ils ont vécu. De quoi ils viennent parler, ces hommes ? Ça dépend du thème, en fait. Ah, tu donnes un thème. Ouais, et je donne un thème. Au début, je ne donnais pas de thème et c'était un peu... on pouvait donner libre cours à ce qu'il y avait à ce moment-là. Là, je donne des thèmes. Donc, par exemple, demain, c'est, pour le coup, rupture douloureuse. Ok. Voilà. Et c'est dans la manière où je le vois, moi, de rupture douloureuse, certains pourraient le tourner... elles sont toutes horribles, les femmes, quoi. Certains pourraient justement essayer de généraliser leur douleur en allant se plaindre à un niveau global parce que ça les rassure, parce que s'il y a d'autres hommes qui leur disent que c'est comme ça et que c'est une vérité... Ils restent dans la norme. Exactement. Ouais. Ils restent Il y a quoi dans d'autre la comme norme. thème ? Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait le rapport au père, le rapport à la mère. J'avais fait le passage du garçon à l'adulte. Toutes ces questions où ça frotte, en fait. C'est... Un peu, ouais, exactement. Mais tout en sachant que ce soit quand même, évidemment, un cadre sécurisant où ils se sentent, où ils sentent qu'il n'y a pas de jugement, mais c'est au sein du cadre. Donc moi, si je les recadre, ça va pas être genre « Non, dis pas ça, c'est pas vrai selon les statistiques, etc. » C'est plutôt bien anticiper, évidemment, au niveau du cadre avant, avoir leur validation, que je puisse les reprendre et le faire de manière vraiment très posée. Excuse-moi de t'interrompre ici, mais tu sais, comme on avait dit dans le cadre et comme tu l'avais validé, ça sort un tout petit peu. Donc, est-ce que tu peux peut-être te recentrer sur ton expérience sans aller dans « nous, les hommes, on est comme ça », etc. Enfin, ça, c'est vrai que c'est l'une des choses les plus fréquente, c'est parler en « on » au lieu de le faire en « je ». Et du coup, récupérer sa souveraineté. Exactement. Mais tu as essayé de le faire en non-mixité. Est-ce que ces hommes qui viennent parler notamment de choses très douloureuses pour eux, la rupture, peut être très douloureux, ou la relation aux autres, d'une manière générale, peut être quelque chose de douloureux, ils n'ont pas envie d'entendre le point de vue des femmes là-dessus ? Alors, il y a des cercles animés par des femmes et il y a des cercles en mixité aussi. Et pour les hommes qui souhaiteraient expérimenter ça, moi je les renvoie vers ces cercles-là. Je pars du principe que tous les moyens sont bons. Et je pars aussi du principe que ce constat que les groupes de parole pour hommes se transforment toujours en groupes de masculins, on en fait quoi ? On laisse ça comme ça, on n'essaie pas de faire mieux. Non, moi je préfère essayer de faire différemment, justement par exemple en rajoutant plus de cadres, peut-être en sélectionnant un peu mieux les hommes qui vont participer au début. Mais je pense que tous les types de configurations sont bons. Et où parfois peut-être la non-mixité masculine va être un tremplin pour pouvoir ensuite aller en parler en mixité. Cette association que tu as fait avec, j'ai oublié son nom. Adélaïde. Adélaïde, donc qui est coach en séduction. Ouais, conseillère en séduction en image. Ouais. Alors là, pour le coup, les hommes sont OK pour être conseillés par une femme ?
vu que en général ils ont déjà acheté pas mal de formations auprès de coach mascu, ça marche pas, ils sont tout aussi misérables parce que c'est une c'est réalité. ceux-là que vous voyez arriver? C'est souvent soit d'anciens masculinistes, soit d'anciens clients de coach masculinistes. Ouais. C'est des hommes qui trouvent pas de solution et qui d'abord commencent par les solutions qui sont les plus acceptables. J'en reviens, je sais pas combien de fois j'ai dû dire script masculin aujourd'hui. Il y a un bingo, je pense, mais oui, ils vont d'abord aller vers ces mecs qui incarnent ce qui leur semble la réussite, ce qui va leur sembler, leur donner le plus de possibilités d'arriver à cette masculinité hégémonique qui donne aussi, c'est l'une des idées, c'est ce qui incarner la masculinité hégémonique, c'est ce qui donne le meilleur accès aux femmes, selon les idées masculinistes. Ce qui est aussi, évidemment, il y a plein de contre-exemples d'hommes qui ne collent pas du tout et qui sont très heureux en couple. Et ici, on va avoir effectivement des hommes qui sont passés par ces différentes étapes et qui, au bout d'un moment, ils veulent tester autre chose, ils voient que ça marche pas et qui se disent, peut-être que écouter une femme, c'est possible. Et elle a eu énormément de succès avec énormément de ses clients parce que c'est des clients qui sont passés au-delà de la croyance que écouter une femme, c'est se soumettre. Ça, c'est encore un rapport de domination. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a besoin d'hommes dans les formations sur l'égalité en entreprise. C'est que très souvent, les formatrices qui s'en occupent, à un moment, elles sont confrontées à un mur où certains mecs vont pas les écouter, elles vont être disqualifiées dès le départ juste parce que c'est des femmes. Ou des hommes qui n'incarnent pas la masculinité hégémonique. C'est pour ça que moi, quand je fais des formations en entreprise, je joue un peu sur l'image parce que on peut difficilement me disqualifier. C'est ton point d'accès, en fait. Ouais, ça fait partie de ces trucs. C'est un peu un outil de travail de pouvoir incarner. Enfin, moi, je me suis quand même fait prendre parfois pour un coach mascu. Ouais. Parce que j'accompagne les hommes et parce que je suis coach. On m'a pris pour un coach mascu parce que j'ai une barbe et parce que je fais du sport, tu vois. Ouais. Donc il y a ces stéréotypes qui viennent et j'en joue un peu. T'as pas honte? J'en joue un peu parce que c'est... C'est quoi, la fin justifie les moyens? C'est vraiment comme dirait Jeanne Sénac, c'est le fait de... C'est tout azimut, quoi. C'est tous les moyens possibles. Faut y aller, quoi. Faut y aller et moi, je vais pas me changer. J'étais déjà comme ça, mais je sais que ça peut jouer sur le fait que des hommes vont m'écouter juste parce que je suis un homme et parce que je fais pas 1m65 et 50 kilos. Ton activité, alors on a bien compris que c'est important et que c'est une alternative aussi à cette place qui est occupée par les masculinistes. Ouais. Pour autant, elle s'inscrit dans une économie du mal-être masculin. Ça te pose question, ça? Clairement, c'est le fait que moi je pourrais très bien me dire, mais je suis un profiteur du mal-être des hommes, etc. Parce que je leur propose des accompagnements ou des formations en ligne avec leur mal-être. D'un autre côté, si je le fais pas, il y a que des mascus qui le proposent. Et ces mascus, en fait, ils vont empirer l'état de mal-être dans lequel ces mecs sont. Ça, c'est des études qui ont prouvé que l'état de santé mentale des hommes qui suivent, qui rentrent dans le terreau des masculinistes, en fait, leur état psychique empire. Ouais. Et moi, pour le coup, effectivement, je propose des accompagnements qui sont payants. Je le propose pas à des hommes qui n'ont pas les moyens, mais je fais ça pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils se sentent mieux. Et c'est ce qui se passe. C'est que mes clients se sentent mieux, se sentent plus affirmés, se sentent plus libérés, deviennent plutôt beaucoup plus eux-mêmes par le travail sur leur propre identité, et sur leurs envies, sur leurs passions, etc. Donc moi, je me sens pas imposteur là-dessus
parce que je surferais sur le mal-être des hommes. Il y a un véritable problème. Et moi, en fait, je suis très pragmatique à ce niveau-là. C'est-à-dire que si les hommes vont mieux, moi, personnellement, je vis dans une société qui se porte mieux, qui est plus harmonisée, etc., où les relations humaines sont meilleures. Moi, franchement, si on était dans un truc dans la société que je te décris au début de l'émission... Dans laquelle on pédale. Dans laquelle on pédale. Moi, je suis sur un boulot physique, je sais pas, menuisier, etc., et je suis super content. Mon parcours de vie a fait que je suis... j'ai plutôt fait des études intellectuelles, de psycho, de sociaux, et que je suis allé dans l'accompagnement, etc. Et que c'est là où je sens que c'est le moment, qu'il y a besoin de ça, et que parce que je représente, parce que j'ai fait et par mes compétences, je peux avoir un impact ici. Il y a quand même un truc très frustrant, c'est que les femmes et les personnes minorisées sont fréquemment amenées à s'éduquer sur la question des liens et à tenter de trouver des stratégies pour mieux vivre ensemble. Ça passe par exemple par l'écriture inclusive, par exemple. Mais ce sont ces populations-là donc, qui font évoluer les choses sur la question du consentement, de la charge mentale, de la diversité, etc. Plein de sujets. Et on a un peu l'impression que quand les hommes s'y mettent, c'est au prisme de leur propre bien-être. Ouais. Alors ok, si les hommes se sentent mieux, tout le monde se sentira mieux, on sera très content, mais quand même, ça veut dire que la démarche, elle est pour soi, elle est perso, quoi. Ouais, c'est... Ma théorie là-dessus, c'est que, en fait, tant que les hommes... Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent d'abord par le développement personnel ou par la thérapie, avant de s'intéresser aux violences systémiques, aux problèmes sociétaux, etc., et de se responsabiliser pour les autres hommes. Moi, j'ai passé 15 ans de thérapie, de bouddhisme, de coaching, etc., avant de enfin voir mes privilèges, avant d'enfin voir que je suis potentiellement un oppresseur dans pas mal de situations, avant de voir que je coupe plus la parole aux femmes qu'aux hommes pendant les réunions en entreprise, que voilà, il y a des différences salariales, etc. Et que mon action de complice, elle a un impact énorme. Mais le problème, c'est que vu que j'étais dans mon insécurité de survie, de pression, d'anxiété, voir l'anxiété, la peur, les violences des autres, c'est compliqué. C'est vraiment ce truc où, sans sentiment de sécurité psychologique et d'ancrage, etc., c'est très difficile de mobiliser de l'empathie ou de l'apprendre, ne serait-ce que. En tant qu'homme, c'est quelque chose qui n'est pas encouragé, ce sont des compétences qui ne sont pas poussées, apprises. Et donc, en fait, on ne sait même pas comment faire. Et où, très souvent, le chemin le plus naturel, c'est plutôt de passer par le développement personnel, par le fait de se regarder, de travailler sur soi. Je pense que c'est ce qui peut expliquer, par exemple, parfois le fait qu'il y ait des hommes qui s'engagent dans des mouvements pro-féministes sans avoir travaillé sur eux-mêmes, sur leurs privilèges, etc., sur leur schéma de comportement, enfin, tout simplement sur leur psyché, quoi. Et qui viennent avec toutes ces névroses et tous ces comportements potentiellement toxiques dans des environnements de lutte et qui reproduisent justement ces violences tout en se mettant l'étiquette du mec féministe. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, si on peut les faire passer par ce sas de dev perso, ils seront mieux préparés à être actifs, à se responsabiliser et à faire attention aux autres, plutôt que de se dire ouais, c'est une belle lutte, je vais avoir un très bon statut parce que je vais peut-être... c'est ce stéréotype aussi des mecs de gauche qui sont en fait pardon de l'expression, des queutards. Parce que ils trouvent les femmes féministes attractives et en fait c'est juste je vais prendre l'étiquette et ça va bien se passer, tout en reproduisant encore une fois ce script de masculinité, mais juste dans un environnement différent. Donc c'est clair que c'est frustrant, c'est clair que c'est chiant que ce soit tout le temps initié par les femmes,
j'ai pas pour le moment de solution, à part évidemment l'éducation des jeunes garçons, qui va empêcher en fait la reproduction de ces schémas plus tard. Mais à partir du moment où des hommes sont passés par la machine du script masculiniste ou masculin tout simplement, généralement sans dev perso, sans leur proposer quelque chose où ils se sentent en sécurité, où ils sont concentrés sur eux-mêmes, sur le fait de guérir de leur côté, c'est très difficile de leur faire comprendre qu'il y a des violences qui peuvent se faire subir aux autres. Est-ce que tu peux nous dire un mot, et on va peut-être terminer là-dessus, mais de ta période, de cette période bouddhiste dont on a parlé, qui a dû intriguer peut-être un peu nos auditeurs. C'est aussi un monde d'hommes, ça, hein? Est-ce que c'est un autre monde d'hommes? Ouais, complètement. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis parti. Ouais. C'est qu'il y avait dans ma prise de conscience féministe... Alors raconte-nous, donc tu as intégré une communauté, c'est ça. J'étais dans une communauté que j'ai d'abord intégrée via un dojo de méditation quand j'habitais à Varsovie, ce qui m'a fait revenir en France dans ce monastère, et où j'ai pratiqué pendant 8 ans. J'ai fait plus de 70 retraites. J'étais très très engagé dans cette communauté et auprès de la communauté, où j'ai vécu des moments géniaux et que je regrette pas du tout. J'ai entendu des enseignements incroyables, et il y a plein de choses qui me sont restées. La spiritualité, ma spiritualité, c'est une part importante que je renie pas, malgré mon retour un peu aux sciences sociales desquelles j'étais issu au départ, et qui m'aident beaucoup plus dans mon travail aujourd'hui en tant qu'accompagnant, mais où c'était des expériences humaines incroyables, et certaines choses qui me plaisaient moins, et où à la fin en fait j'ai fait une sorte de bilan entre les contraintes et ce que ça m'apportait, et il y avait un déséquilibre, et c'était aussi le sentiment d'avoir fait le tour des choses, et j'ai quitté la communauté. Pourquoi c'est ce sentiment de groupe d'hommes à nouveau qui t'a fait sortir de là? Il y avait des codes patriarcaux très forts. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'était des visions qui étaient à côté de ça un peu entachées d'efforts, de mettre en avant, par exemple, on parlait des patriarches du zen. C'est la lignée des patriarches qui donnait la transmission au moine suivant, qui était celui qui incarnait le plus les enseignements, la compréhension profonde des enseignements, etc. Mais où les femmes en étaient exclues. Donc moi ce que j'avais vu, il y avait un moment où il y avait une discussion sur le fait d'intégrer les matriarches. Ça j'avais considéré ça comme quelque chose de génial. Il y avait aussi, il y avait autant de femmes que d'hommes pratiquement dans la communauté, et les femmes avaient de fortes responsabilités, etc. Mais il y avait des choses qui étaient un peu immuables, des éléments qui étaient pour moi inacceptables, quoi. Au bout d'un moment où en fait la confrontation, la dissonance cognitive était beaucoup trop forte, et où je me sentais plus à l'aise là-dedans. Donc, et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'une vie dans la vie, quoi. Exactement. Et encore une fois, c'est une vie géniale que j'ai eue, qui m'a, pour le côté un peu cliché, qui m'a beaucoup apporté. J'ai gardé plein d'expériences que parfois je réutilise, mais c'était avant. Piotr, pour terminer, je vais te donner, comme à chacun de mes invités, une boule de cristal. Attention. Hein, merci. Et je vais te demander comment tu vois l'avenir et notre capacité à recréer des liens sains entre humains. Alors, je vois boule de cristal. Je vois qu'on avance, qu'on va y arriver.
que la période un peu des monstres qu'on voit, notamment aux États-Unis, va passer, que c'est vraiment le dernier repli qu'il y a de ces souvent des hommes qui incarnent cette masculinité traditionnelle, mais qu'en fait, on va bientôt avoir un point de bascule qui fait que voilà, on a des pionniers, notamment chez les hommes qui se responsabilisent pour l'égalité. Il y a des hommes qui se sentent, qui sont des early adopters, et en fait, il y aura un point de bascule où ça va devenir la norme. Des hommes vont se conformer, il y aura des vrais réfractaires, encore une fois, mais on va y arriver parce que en fait le script ancien s'essouffle et le script nouveau commence à prendre son envol, et ses ailes sont de plus en plus puissantes, sont de plus en plus douces en même temps, sont de plus en plus humaines, et en fait les hommes vont le voir. Et il fera bon être un homme. Il fera bon être un être humain, tout simplement, quelle que soit son identité. Et c'est un peu ce que j'essaye de dire, que quand je fais un accompagnement, c'est aider les hommes à être plus humains, c'est retrouver cette part qu'ils ont coupée au moment de leur enfance, au moment où ils ont choisi de suivre un modèle, et retrouver ça. C'est un moment de recueillement et de retrouvailles avec vraiment littéralement son enfant intérieur qu'on a délaissé et qu'on retrouve, et qu'on peut ensuite aider à accompagner avec soi pour retrouver cette part d'humanité qui a été mise de côté et qui peut être à nouveau épanouie. Piotr Banasiak, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Kim. D'avoir pédalé avec moi pendant ce 10e épisode. Je mets en description de ce podcast toutes les ressources, parce qu'on en a plein là, on a cité plein de choses, et aussi la façon de te contacter, et notamment sur LinkedIn. Hein, tu es actif sur LinkedIn. Je suis assez actif sur LinkedIn. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes, à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.